Bonjour à tous, je suis Pascal Leméraire. J'ai entendu ce matin que j'étais le père fondateur des Journées de l'économie, et donc j'ai pris un coup de vieux en même temps, mais je suis encore là. Je pense que c'est une année passionnante pour les Journées de l'économie. On vous raconte que notre environnement change dans tous les sens du terme, cette histoire d'environnement, mais qu'en tout cas, vous êtes les acteurs premiers des changements qui sont en train de se produire. Et c'est d'autant plus intéressant que j'ai l'impression qu'il y a des tas d'histoires qui nous sont racontées sur la crise qui va arriver, les déclinologues qui voudraient nous inquiéter, etc. Et je trouve que c'est vraiment un des moments où si on peut partager la réflexion, il va y avoir une intelligence collective qui va beaucoup nous aider. L'intelligence collective, c'est nous tous ensemble. Il va falloir changer des choses, on le sait, dans notre manière de vivre, dans la manière de produire, de consommer, d'échanger, mais au moins il faut avoir réfléchi et ne pas se livrer, je dirais, au premier qui va nous faire la proposition choc, parfois la plus dangereuse aussi. Donc on a 3 jours, on va commencer, vous verrez, avec des choses que nous disent les Français sur un sondage qui sont extrêmement intéressantes. Moi je trouve que sur un certain nombre de points, vous êtes en avance sur des choses que nous disent nos gouvernants. Et ça, c'est un point fort et ça recrée de la confiance. Quand je vous vois tous ici, je me dis, c'est d'abord avec vous qu'il faut échanger. Deuxième chose, on va enchaîner sur 3 jours beaucoup de sujets, mais vous avez vu que j'ai essayé d'attacher les choses entre la transition environnementale, le dialogue social et une interrogation un peu quand même au centre aussi qui est la fin du libéralisme. Il me semble que ce fil conducteur que j'ai voulu doit nous permettre ensemble d'avoir une réflexion qui traverse vraiment tous les sujets. Et le dernier point, celui sur lequel j'ai un peu forcé tout le monde sur le thème, vous avez vu que je dis la décennie de tous les dangers, je suis absolument persuadé que le point central pour nous tous, c'est le timing. C'est de le faire au rythme nécessaire pour que nous puissions au moins nous adapter aux changements qui sont assez inexorables et qui arrivent. Alors je ne veux pas du tout vous inquiéter, mais on retrouvera ce sujet. Ce sujet d'agir, c'est une des décennies certainement très importantes de notre histoire, celle des années 2020. Et la preuve que vous avez conscience de ces changements, on va le retrouver en commençant par un micro-trottoir où on vous a posé la question, les grandes questions, qui sont celles des Journées de l'économie 2019. La pauvreté et bien sûr la lutte pour l'égalité homme-femme. L'accès au logement pour tous, c'est le rapport femmes-hommes et l'éducation, et puis aussi le rapport à l'écologie. Il faudrait déjà mettre un axe principal sur l'environnement. Les inégalités n'ont cessé d'augmenter depuis plus de 20 ans. Donc là, il y a un vrai problème, quoi. Il y a un fossé qui se creuse. Je pense qu'il faut maintenir quand même des hôpitaux, enfin une santé de qualité et gratuite pour tous. Pour me permettre, on va dire, aux jeunes entreprises en fait, de pouvoir s'épanouir, qu'on ait plus d'aide en fait, pour justement donc, pousser donc, les jeunes personnes à vouloir créer des entreprises. Le réchauffement climatique doit être quand même au premier plan. La non-cohésion entre tous les gouvernements sur le plan environnemental. Je dirais l'épuisement des ressources actuelles, qui pourrait facilement mener à de nouvelles guerres ou de nouveaux conflits. Je pense que le populisme, c'est la grande menace. On nous parle de mondialisation et en même temps, on voit les communautés qui se rétractent les unes sur les autres, qui s'affrontent. Ça, je trouve, c'est inquiétant. Derrière toute cette économie numérique qui paraît, même l'intelligence artificielle qui paraît presque magique, il y a plein de gens derrière qui travaillent et qui sont très très seuls. Je crois qu'on appelle ça les micro-travailleurs. Ce que je trouve difficile, c'est qu'on dématérialise tout et qu'on détruit tous les liens humains. On peut faire des achats partout dans le monde, mais aussi localement, c'est ce qu'on oublie de dire. C'est des opportunités à la fois pour les consommateurs, mais aussi pour les producteurs. L'inconvénient du numérique, c'est tout ce qui tourne autour des intelligences artificielles, du big data, ou le contrôle des informations personnelles des utilisateurs. Ça ternit un peu l'image de l'économie numérique qui, dans le fond, a plutôt une bonne, je pense, à des opportunités concrètes. Ce qu'on pourrait mettre en valeur, c'est les aides, c'est-à-dire pour les emplois et aussi pour l'éducation. Il n'y a pas qu'à l'école qu'il faut que ça se passe, il faut aussi que ça se passe à la maison. Les études, ce n'est pas un truc posé comme ça sur rien du tout. Il faut prendre ces informations, quel que soit son âge, auprès des professionnels de chaque domaine pour pouvoir faire le tri,
voir ce qui pourrait nous correspondre à nous, et en demandant non pas de l'argent, mais des conseils, peut-être un coup de pouce pour faire un stage. Il faut foncer dans un projet, voilà. C'est-à-dire que quand on a une idée, on essaye, et puis si ça rate, c'est pas grave, ça nous fait de l'expérience, et du coup on rebondit sur autre chose. Vraiment, il faut que l'État pèse de tout son poids dans la transition écologique, mais aussi bien au niveau national que dans la diffusion de ces idées auprès des autres pays, parce que tout seul, on n'arrivera à rien, quoi. Je pense que l'État il devrait favoriser des énergies renouvelables et pas nucléaires. Je pense que le passage à l'hybride et à l'électrique devrait être plus conséquent, même installer des bornes en ville. Si on voulait vraiment que les gens prennent les transports publics, il faudrait que ce soit des transports publics de qualité et qu'il y ait de vrais investissements, plutôt que de toujours investir dans les routes. Plus on pollue, plus on paye, c'est normal. On épuise des ressources, on consomme, on gâche un peu la nature pour les autres, donc il serait normal qu'on paye un peu aussi. C'est vrai que ça pourrait paraître aujourd'hui comme une restriction des libertés, mais un jour ce ne sera pas une restriction des libertés, ça sera imposé par... voilà, on n'aura plus le choix, quoi. La valeur symbolique de la suppression notamment de l'ISF, ça a été quelque chose d'assez dévastateur. Je pense que peut-être qu'à court terme, elles ont été bénéfiques, notamment celle du droit du travail. Après, je pense qu'à long terme, c'est pas du tout bien, même parce que du coup, ça va sûrement générer des problèmes sociaux. Si on veut avoir une économie libérale, alors on la laisse fonctionner complètement de façon libérale. Mais on ne donne pas d'aide aux entreprises, c'est incohérent. Tel que je l'écoute en ce moment, c'est vraiment du bouche à oreille, des amis, des bribes de comptoir. Pour expliquer le fonctionnement de l'économie, ça va être très simple, un expert, tout simplement. Bien sûr, je suis à l'écoute de la radio, de la télévision, des journaux. Dans les médias, on nous cache parfois certaines choses et sur les réseaux sociaux, on peut voir réellement la réalité des choses. Je fais le plus confiance aux médias, aux journalistes principalement, pas tous les journaux. Je me renseigne par les experts, mais derrière, en fait, je fais une deuxième recherche avec mes proches, donc qui vont me permettre d'approfondir mes connaissances. Je fais confiance aux journalistes indépendants, aux personnes de terrain, donc à tout ce que je peux apprendre au niveau associatif, etc. Parce que je pense que c'est quand même les plus informés. J'ai pas vraiment confiance dans les systèmes actuels au niveau économique, quoi. On ne sera pas sauvé par le haut, on sera sauvé par le bas. Je vous propose maintenant de réagir, savoir comment nous serons sauvés. Et je vais commencer par poser la question à David Kimmelfeld par rapport à ce micro-trottoir. Quelles sont les réactions que ces différents points de vue peuvent vous inspirer ? Bonjour à toutes et à tous. Merci Pascal. D'abord, tu disais que tu étais le père fondateur. C'est même plus que ça d'ailleurs, parce que même avant d'avoir vu naître ici les journées de l'économie, tu les avais déjà pensées ailleurs et je voulais t'en remercier. Juste dire que ce micro-trottoir, il est assez éclairant, mais comme tous les ans d'ailleurs. Je notais la phrase du dernier monsieur qui disait on ne sera pas sauvé par le haut, mais on sera sauvé par le bas. Je pense qu'il résume assez bien d'ailleurs l'ensemble du micro-trottoir. On voit des gens qui sont interrogés finalement au hasard, comme ça, dans la rue, dont on ne sait pas d'ailleurs ce qu'ils font, mais on sent qu'ils portent finalement de manière très simple les grands enjeux des 10-15 ans à venir. Je pense notamment à la transition écologique. Il y a beaucoup de gens qui ont évoqué cette urgence-là. Ils l'ont évoqué en termes d'urgence et je crois qu'aujourd'hui, eh bien, c'est une urgence. Et cette urgence-là, elle ne peut pas se faire effectivement que par le haut. Quelqu'un dans les interviews dit l'État doit prendre ses responsabilités, mais Étienne Blanc, qui est ici et qui représente aussi la région, le dira, je pense, aussi bien que moi, et que ceci ne peut pas se faire que par le haut, que par l'État, mais parce que aussi, en particulier sur la transition écologique, sur la transition énergétique, eh bien, les collectivités ont un rôle extrêmement important à jouer. Elles doivent impulser un certain nombre de choses, mais les citoyens aussi ont un rôle encore plus important à jouer en matière de transition écologique et de transition énergétique. Et donc, ce qui est dit dans ce micro-trottoir, c'est aussi une priorité à l'emploi. Beaucoup de choses ont été dites sur l'emploi et sur l'éducation. Je crois que c'est important parce que les gens disent quelles sont vos priorités, là où on devrait mettre les priorités, notamment sur le logement, sur l'emploi. On sait bien que c'est l'emploi qui, finalement, détermine beaucoup de choses, et notamment l'accès au logement,
qui est un élément important sur nos territoires, et en particulier sur ce territoire de la métropole, eh bien, il est corollaire effectivement à l'emploi et à la capacité d'une métropole comme la nôtre, par exemple, à accompagner l'implantation d'entreprises et de fait la création d'emplois. On fera une conférence, je crois, en tout cas un débat, je crois cet après-midi, autour de l'industrie dans les territoires. On verra d'ailleurs combien, bien ma foi, la nécessité absolue de continuer à accueillir de l'industrie sur des territoires répond en partie à un certain nombre de questions qui sont posées dans ce micro-trottoir qui finalement nous interpelle sur la grande responsabilité qu'ont les élus et pas simplement l'État pour répondre aux préoccupations de nos concitoyens telles qu'elles sont indiquées dans ce micro-trottoir. Merci David Kimmelfeld. Vous verrez de toute façon que l'histoire des territoires va traverser les 3 jours. Je crois que ce sont des acteurs centraux et c'est pour ça que je pense que Étienne Blanc, ici vice-président de la région, peut aussi nous apporter sa réaction au micro-trottoir que nous venons de voir. La première observation, c'est l'utilisation à plusieurs reprises de termes qui sont anxiogènes. Et notamment le dernier intervenant qui dit « qu'est-ce qui va nous sauver ?» Comme si on était au bord d'un gouffre et d'un précipice, et comme si demain, ce n'était que des inquiétudes et ce n'était que des problèmes. C'est ce qui est très frappant. Nous sommes dans un des pays les plus riches du monde, sur un continent qui maintenant, depuis plus d'un demi-siècle, est un continent pacifié. L'économie mondiale, de manière générale, se développe. Et malgré tout cela, tous ces facteurs encourageants, on est dans un monde qui est un monde inquiétant et anxiogène. Et voilà. Et pour moi, ça ne cesse de m'interroger. Et la deuxième chose, quand on écoute bien ce micro-trottoir, quand on s'adresse à la puissance publique, on s'adresse plus à l'État qu'aux collectivités territoriales. Et on est encore dans un pays où on pense que c'est l'État qui va apporter des réponses, que c'est l'État qui va assurer les solidarités, etc. Et on oublie le rôle extrêmement important dans le domaine économique des régions, dans le domaine social, des départements ou des métropoles, et dans la vie quotidienne pour assurer ces solidarités, ce qu'on appelle aujourd'hui le vivre ensemble, le rôle des maires et des intercommunalités, des communautés de communes ou communautés d'agglomération. Je trouve que ce peu de confiance dans les pouvoirs locaux et dans les rapports directs que l'on peut avoir des élus, c'est quelque chose qui est assez étonnant. Voilà. Alors, autre observation, c'est la part prépondérante que prend désormais la question environnementale dans le monde dans lequel nous vivons, que ce soit les jeunes ou les personnes moins jeunes. C'est le sujet numéro 1. Chacun le sait, on est un certain nombre sur cette tribune et dans la salle à s'intéresser aux prochaines échéances électorales, et tous, on a constaté que 70% des moins de 30 ans vont déterminer leur vote sur des questions environnementales. La pollution de l'air, la pollution de l'eau, les questions de transport public, la verdure en ville, la place de la nature en ville. Voilà. Donc c'est la troisième chose, moi, qui m'a étonné, mais elle ne m'étonne pas tant que ça, parce que tous les sondages le démontrent. On a aujourd'hui un véritable challenge sur la transition énergétique, un véritable challenge sur la transition environnementale. Et qui est-ce qui va le relever? Est-ce que c'est l'Europe? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est les collectivités territoriales? Moi, je le dis, au niveau régional, on peut faire beaucoup de choses en partenariat avec les collectivités, autres départements et communes. Et puis la quatrième observation, c'est la place que prend le numérique. Et là aussi, c'est un peu anxiogène. Les déclarations que l'on a entendues sur ce micro-trottoir, c'est inquiétant. On commerce avec le monde entier, mais ça a des conséquences environnementales fortes, alors même que c'est l'ouverture sur le monde et que c'est une solidarité qui se crée au niveau planétaire. Il y a plus de bienfaits que d'inconvénients. Mais tel que c'est présenté et ressenti aujourd'hui, c'est très anxiogène. Et là encore, je crois que les collectivités territoriales peuvent apporter des réponses par la formation, par la sensibilisation, par l'accompagnement à cette transition numérique, qui est une réalité et qui est absolument inéluctable. Merci beaucoup. Dans les discours anxiogènes, il y en a souvent qui concernent les banques. On aime beaucoup annoncer aussi là des catastrophes. Et je reviens là-dessus, parce que je pense vraiment que faites des efforts sur les analyses, parce qu'il y a beaucoup d'individus qui veulent vous annoncer la crise, qui veulent vous annoncer un effondrement. Et donc, c'est très bien d'avoir ici Alain Denisot, qui est le président du directoire des caisses d'épargne Rhône-Alpes, parce qu'il peut aussi apporter, à mon avis, son regard très utile là sur le micro-trottoir que nous venons de voir.
Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je vois ce micro-trottoir avec deux tonalités, finalement. Une première partie que je trouve extrêmement mature dans la compréhension des enjeux, le climat, la santé, la cohésion sociale, l'emploi, où finalement les concitoyens, nos concitoyens qui répondent à ce micro-trottoir ont une assez bonne perception des sujets, des enjeux, sans trop d'anxiété, je trouve, sur cette partie-là, et posent assez bien les sujets. Et puis, de ma perception, à un moment donné, il y a un basculement quand on commence à parler d'économie, quand on commence à parler de réforme, et on retrouve finalement ce fond de méfiance qui fait notre société. Je vous rappelle que les Français sont les champions du monde du pessimisme, quand même, avec des indicateurs économiques qui sont de qualité, vous le disiez, avec de l'emploi qui est en progression. Et finalement, on a ce sujet de fond, de comprendre quels sont les mécanismes économiques de notre société, de notre environnement, des systèmes de retraite. Et je crois que les Français en filigrane posent cette question-là. Et de ma perception, bien évidemment, les GECO illustrent une partie de cette réponse. Mais autant les sujets globaux sont bien perçus, bien appréhendés, autant dès qu'on rentre dans des sujets plus économiques, plus de politique économique, moins la compréhension semble bonne et plus la méfiance s'accentue. Eh bien, on va essayer de voir un peu où en est ce niveau de méfiance, si c'est vraiment l'économie qui est en cause. Et c'est Julia Sestieri qui va nous présenter ici les résultats du sondage qui a été fait avec la Banque de France sur les Français et l'économie. Bonjour à tous. C'était un vrai plaisir d'être ici aujourd'hui. En plus, c'est ma première fois à GECO. Donc, le sondage que je vais vous présenter, c'est, vous verrez, très riche, très varié. Je pense qu'il a un double intérêt. Il est à la fois une photographie des enjeux courants 2019, mais comme il y a beaucoup de questions qui sont récurrentes, parce que c'est un sondage qui est mené tous les ans, c'est aussi un film qui nous permet de tracer les évolutions, des intérêts, des sujets d'intérêt pour les Français au cours du temps. Donc, avant de démarrer, je fais un petit rappel méthodologique. C'est un sondage qui a été mené par Kantar pour la Banque de France entre le 4 et le 8 octobre 2019 par téléphone, avec un échantillon de 1005 personnes qui représentent la population française, donc par classe d'âge, de revenus, de niveau de diplôme. Donc la première question portait sur l'intérêt des Français pour l'économie. C'est une question qu'on pose tous les ans. Et on voit que les résultats ne changent pas beaucoup d'une année à l'autre. Donc on a environ un peu plus de la moitié des répondants qui disent être assez ou beaucoup intéressés à l'économie, et l'autre moitié, bon 46% cette année, qui s'est dit peu ou pas du tout intéressés à l'économie. Et quand on creuse un peu, on voit que structurellement, le niveau d'intérêt est corrélé à certains facteurs comme l'âge. Donc malheureusement, les plus jeunes se disent moins intéressés à l'économie que les retraités, par exemple. Aussi au niveau d'études et de revenus. Donc on voit par exemple que les catégories socioprofessionnelles qu'on appelle moins employés ouvriers sont moins intéressés que les cadres. Et on voit aussi que les hommes, en moyenne, ils se disent plus intéressés que les femmes à l'économie. Donc comme je vous ai dit, c'est des résultats qui sont plutôt stables au cours du temps. Donc je vous présente plutôt la réponse à la deuxième question qui est sur quel est le jugement des Français sur leur propre niveau de connaissance en économie. Et là, on voit qu'environ la moitié des répondants disent avoir un niveau moyen de connaissance en économie, mais il y a 31%, donc 30% des Français qui disent avoir un niveau de connaissance qui est assez faible ou très faible, versus seulement 15% qui se disent vraiment à l'aise avec les sujets économiques. Et ça, bien sûr, c'est une sonnette d'alarme pour les pouvoirs publics, pour nous aussi, banquiers centraux. Donc, la Banque de France, par exemple, elle est très engagée dans sa mission d'éducation financière et économique des publics. Elle a été nommée par l'État comme opérateur national de la stratégie nationale de l'éducation financière, économique et budgétaire en 2016. Donc, elle mène plusieurs actions visant effectivement à éduquer les publics à l'économie et au marché financier. Je me permets de faire une petite publicité parenthèse. Si vous avez l'occasion d'aller à Paris, allez visiter le nouveau musée Citéco. C'est le nouveau musée de l'économie et de la monnaie. C'était un projet porté par la Banque de France. À titre personnel, je vous dis, c'est vraiment un lieu à la fois magique parce que c'est un espèce de château en plein cœur de Paris, mais aussi très ludique et très informatif sur les fondamentaux de l'économie. On en sort vraiment avec des leçons, mais aussi des questionnements. Donc, je vous conseille
d'y aller si vous avez l'occasion. La question suivante, c'est sur le besoin d'informations prioritaires. Donc, quels sont les sujets pour lesquels les Français aimeraient avoir plus d'informations? Et là, je vais vous présenter les résultats en deux parties. Donc, la première partie, c'est vraiment la réponse qu'on a cette année. Donc, cette année, c'est la situation de l'État et des finances publiques qui sont en premier, d'avant l'emploi, d'avant le financement de la protection sociale, l'inflation et d'autres sujets. Mais c'est aussi intéressant de voir les évolutions par rapport à l'année dernière. Vous les avez en rouge et en vert. Donc, vous voyez que l'emploi, bien qu'il est toujours important comme sujet, il est maintenant en deuxième position. Il était en première position l'année dernière. Il perd 4 points. Et l'inflation aussi, il perd 7 points. Donc, on pourrait essayer de donner des réponses à pourquoi ces évolutions, pourquoi on voit ces évolutions, sont peut-être liées aux évolutions économiques que la France a connues lors de cette dernière année. Donc, pour l'emploi, on a quand même une année où on a eu de bons résultats sur le marché de l'emploi. Donc, on a eu une baisse du taux de chômage par rapport au GECO de l'année dernière de 0,7 points. On a eu des créations nettes d'emplois assez fortes. Donc, peut-être que les Français le voient comme un sujet important, mais moins prioritaire qu'il était l'année dernière. Et de la même manière, l'inflation, qu'on peut imaginer être plutôt un souci sur le pouvoir d'achat, on était l'année dernière à la veille du mouvement du Gilets jaunes, donc il y avait beaucoup les médias étaient beaucoup sur le pouvoir d'achat, et les choses ont changé cette année. Donc la Banque de France, par exemple, a évalué que les gains de pouvoir d'achat pour un Français moyen, un habitant moyen, cette année sont de l'ordre de 2,3%, et cela est dû à plusieurs facteurs. Bon, on l'a vu à la bonne tenue du marché du travail, à la baisse du prix du pétrole, donc de l'inflation, mais aussi aux mesures de soutien budgétaire que le gouvernement a votées et mises en œuvre. Donc c'est peut-être pour ça que maintenant est moins prioritaire qu'il était l'année dernière. Et on voit par contre en vert que le sujet robotisation et innovation technologique, il est jugé, c'est un sujet qui monte au cours des années, et on verra, il y a des questions qui sont aussi liées au changement technologique dans le sondage, je vous les présenterai plus tard. Je viens après aux questions sur l'inflation. Donc, on avait une question qui est récurrente. Quelle est, selon vous, l'évolution du niveau moyen des prix en un an en France? En sachant qu'au moment où le sondage a été fait, le dernier chiffre d'inflation en septembre, c'était 0,9% en France. Maintenant, on a les chiffres d'octobre, c'est 0,7%. Mais bon, ils sont plutôt stables, au-dessus de 1% depuis quelques mois. Et on voit qu'il y a juste un Français sur 4, donc 25%, qui a une bonne perception de l'inflation courante, qui dit bon, l'inflation est inférieure à 2%, donc entre 0 et 2. Et il y a une grosse majorité, 53%, qui surestiment l'inflation. Ils pensent que l'inflation a été supérieure à 2%. Ça, c'est un résultat qui est aussi plus ou moins le même tous les ans, sauf l'année dernière, on avait de manière exceptionnelle une sous-estimation de l'inflation. Et aussi un résultat qu'on retrouve dans beaucoup d'autres enquêtes auprès des ménages sur l'inflation, comme l'enquête européenne, par exemple. Pour la première fois cette année, on a aussi posé une question sur les anticipations d'inflation à un an. Donc, comment les Français voient l'inflation dans un an? Et ce qu'on voit, c'est que finalement, les résultats sont très proches de ceux que je viens de vous présenter dans le diapo précédent. Donc, il y a environ 30% qui pensent que l'inflation va rester entre 0 et 2% d'ici un an, et environ la moitié pensent que l'inflation sera supérieure à 2%. Donc, en voyant ça, les économistes diraient que la façon dont les Français, les ménages, forment leur anticipation d'inflation, c'est backward looking, c'est-à-dire en regardant plutôt vers le passé que vers le futur et vers les futures évolutions des variables économiques qui sont liées à l'inflation. Donc voilà. Il y avait un chiffre qui m'a fait peur, là. J'ai vu que quand on regarde les jeunes, et donc je vous regarde là tous là-haut, 60% des jeunes ne s'intéresseraient pas réellement à l'économie. Moi, j'avais trouvé que c'était la discipline, quand j'étais lycéen, qui m'ouvrait complètement sur le monde. C'était celle qui m'enthousiasmait le plus. Je me dis que j'ai un énorme travail pour refaire ça avec vous tous, et j'espère que vous allez faire mentir un peu votre entourage. Moi, je trouve que l'économie, c'est passionnant. J'espère que vous ne faites pas partie de ces 60% que je viens de voir là. Bon, je veux vous voir à la sortie, là. J'ai quelque chose à régler avec vous. Bon, maintenant, si on revient quand même sur les résultats du sondage, on voit que les Français sont sur un certain nombre de sujets sur lesquels ils aimeraient, en tout cas, ils ressentent un besoin d'être mieux informés. Et je voudrais demander à David Kimmelfeld ce qu'il en pense, puisque finalement, l'État, les collectivités publiques sont les premiers sollicités. Ce qui ressort là des schémas que vous avez présentés, c'est le premier
Le premier sujet, si j'ai bien en tête, c'était l'état des finances publiques, en fait. Moi, je crois que c'est pas très surprenant. En réalité, nos concitoyens, ils ont envie d'abord de savoir ce que l'on fait, au sens large, des finances publiques. À quoi servent, voilà, il est là, 34%. C'est la bonne gestion, la bonne utilisation des deniers publics, mais pas simplement pour, comment dire, le bel exercice du style, c'est-à-dire il faut bien gérer l'argent public, mais c'est surtout à quoi peut servir cet argent public. Et ça ramène au micro-trottoir tout à l'heure, où il y a des priorités qui sont exprimées. Les priorités, elles sont autour de la transition écologique, elles sont autour de l'emploi. On le voit ici encore, parce que l'emploi reste quand même quelque chose d'assez fort, même si ça a baissé d'une année sur l'autre de moins 4 points, on le voit sur le schéma. Et ça nous ramène quelque part à une question aussi. Il y a un monsieur tout à l'heure qui disait, en fait, alors il n'exprimait pas comme ça, parce qu'il n'a pas de langage d'un économiste, il ne disait pas le PIB en France permettrait de... En tout cas, il disait... Finalement, la situation globalement est plutôt bonne, mais la pauvreté s'aggrave. Les difficultés sont devant nous. Et donc, cette question de la bonne utilisation des finances publiques, ça ramène aussi à ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait finalement eh bien, des marges de manœuvre et des finances publiques? Est-ce que ça sert à améliorer la situation des plus précaires dans notre pays? Est-ce que ça nous permet de combler un retard que l'on a pris depuis des générations sur la transition écologique et la transition énergétique? Ou est-ce que tout ceci part en fumée? C'est un peu, je crois, la question qui est posée sur la situation de l'État, qui n'est pas que la situation de l'État, parce que les finances publiques, Étienne Blanc, il est vice-président aux finances, notamment à la région, donc il en sait un rayon, il en connaît un rayon. C'est pas uniquement l'état des finances de l'État, c'est aussi l'état des finances de nos collectivités, de nos métropoles. Je donne un exemple très concret sur cette métropole de Lyon, qui est la seule qui a ce statut en France, et donc qui rassemble des compétences qui sont extrêmement larges, celles d'une communauté urbaine, mais aussi celles d'un département. Bien, un des intérêts, sans doute, et ça ramène aux finances publiques de cette collectivité, c'est que l'attractivité du territoire, parce que le développement économique est de notre compétence, et ces entreprises qui arrivent de manière importante sur le territoire, eh bien, elles payent un certain nombre de taxes, et ces finances qui reviennent dans les caisses de la métropole nous permettent aujourd'hui de faire face à nos engagements en matière de compétences sociales de manière beaucoup plus équilibrée que le font les départements qui, eux, n'ont pas le fruit de l'attractivité et de la croissance du territoire. Donc ça ramène à un certain nombre de sujets très économiques, le lien entre la croissance et, ma foi, que faisons-nous des fruits de cette croissance? Merci David Kemmelfeld. Il y avait un autre sujet, qu'on traite toujours, qui est l'inflation, qui est quand même un sujet qui fait débat. Je pense que vous avez tous une petite idée sur la hausse des prix. Je suis sûr que si on vous interrogeait, il y a autant d'indices des prix qu'il y a de personnes dans la salle en ce moment. Et donc, toujours une grande diversité de points de vue. Et donc, j'avais envie de poser la question à Alain Denisot. Quand on regarde cette perception de l'inflation, on a quand même l'impression qu'il y a une surestimation actuellement du niveau d'inflation. Comment vous l'expliquez ? Alors déjà, quand on pose cette question et qu'on y répond sans être forcément très préparé, c'est une réponse qui est assez subjective. En fait, la question qu'on pose par ce sondage, c'est est-ce que vous pensez que les prix montent ou pas? Moi, c'est comme ça que j'ai la réponse. En dessous de 2%, ça monte pas trop. Au-dessus de 2%, ça monte. Donc en fait, il y a plus d'un Français sur deux qui pense que les prix montent. Pour expliquer ça, on peut bien sûr se référer un peu à l'histoire, où il y a eu beaucoup d'inflation pendant assez longtemps en France, mais il n'y en a plus depuis 20 ans. Donc est-ce que c'est une résurgence? On peut aussi se dire que l'indice d'inflation, c'est un indice composite, qui est composé d'une vingtaine d'indicateurs, et que certains de nos concitoyens se focalisent sur certains indices, et que finalement, leur perception des prix, c'est pas la moyenne de l'indice, mais c'est certains éléments. Il y a d'autres biais, je crois. Il y a notamment le biais que les économistes appellent l'effet de halo. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir une inflation à 0,7, ce qui est le cas en année courante, et puis avoir certains produits dans son panier, dans sa consommation, qui sont plus importants que d'autres, et dont on constate qu'ils augmentent. Et qu'ils augmentent d'une certaine façon. On a toujours du mal à qualifier le niveau d'augmentation, mais qui vont augmenter d'1, 2, 3%. Donc on va avoir d'une part une vision déformée de l'inflation sur ces éléments-là. Puis une deuxième dimension, c'est les augmentations marquantes. On se souvient tous des annonces d'augmentation de l'énergie au 1er août, d'augmentation des transports, qui sont à la fois marquantes symboliquement et qui sont aussi très médiatisées. On parle rarement des baisses de l'énergie.
Actuellement, le gaz baisse. On en parle rarement. Donc il y a ces marqueurs qui font que quand les prix montent, il y a cette perception inflationniste de nos concitoyens. Moi, je crois que c'est les deux principales raisons de cette distorsion. Il y en a une troisième, mais qui n'est pas liée à l'inflation, qui est liée au pouvoir d'achat. Et l'inflation au pouvoir d'achat, c'est autre chose. Dans les indicateurs d'inflation, le sujet de l'immobilier, d'habitation, est pris en compte par les loyers. Ça pèse 15 ou 17%. Et on sait que les loyers, par rapport au prix de l'immobilier réel, ont une certaine résilience, ont une certaine durée d'adaptation. Or, ce que constatent nos concitoyens, c'est que l'immobilier monte, souvent dans les grandes métropoles, mais cet indicateur d'immobilier n'est pas dans l'inflation. Et je pense que la vision de la hausse des prix, puisque l'inflation c'est la hausse des prix, est déformée par cette vision de l'évolution de l'immobilier. Alors l'immobilier ne monte pas partout, il y a des zones où il baisse, dans les zones très, très désurbanisées il baisse. Donc je crois qu'il y a ce premier écart, ce premier vrai biais de perception. Puis il y a le deuxième, qu'on peut illustrer notamment par les petits outils technologiques. Mon premier iPhone, quand je l'ai acheté, il y a peut-être 7 ou 8 ans, c'est un iPhone 4, 3, je payais 300 €. Je trouve ça très cher. Aujourd'hui, le dernier iPhone, il a plus de 1000 €. Il a plus de fonctionnalités, il a plus de technologie, il a plus de capacité à faire, sauf que celui qui a 300 € n'existe plus. Donc pour accéder à ces biens de service, il y a une augmentation des prix. Donc finalement, de considérer qu'il y a une certaine inflation perçue par les consommateurs avec ces effets de pouvoir d'achat sur l'immobilier et puis d'évolution technologique sur certaines autres dimensions, ce n'est pas trop étonnant. En revanche, ce que l'on voit dans le sondage, c'est que la demande de renseignements sur l'inflation a baissé et malgré tout, on a aussi 50% de nos concitoyens, moins de 50%, qui pensent que les prix n'augmentent pas, parce qu'en dessous de 2%, c'est quand même assez léger. La BCE s'est quand même fixé un objectif d'inflation à 2%. Voilà. Donc je crois qu'il y a tous ces biais sur une question qui est malgré tout très subjective. Merci Alain Denisot. Je conçois d'ailleurs assez tristement pourquoi je n'ai pas un nouvel iPhone. Je vais y penser. Je pensais quand même à une chose aussi sur l'inflation, c'est que s'ils surestiment l'inflation, ils doivent trouver que les taux d'intérêt qu'on leur verse ne sont pas suffisants par rapport à l'inflation qu'ils ont en tête, non? C'est juste un aparté très rapide. Oui, alors, les Français, mais on l'échangeait tout à l'heure avec Patrick Artus, les Français ont une assez bonne perception du coût de l'argent qu'ils empruntent. Et ils cherchent à emprunter le moins cher possible. Et aujourd'hui, les taux d'intérêt extrêmement bas permettent aux Français, aux entreprises, aux investisseurs qui empruntent d'avoir accès aux conditions de refinancement extrêmement attractives, favorables. Les épargnants en ont un peu moins conscience. Voilà. Le prisme est plutôt du côté des emprunteurs en France que des épargnants, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. Merci. On va partir maintenant sur le deuxième bloc de questions que Julia va nous présenter autour des moyens de paiement et de l'impact des nouvelles technologies. Oui, tout à fait. Alors, la question était quel est le moyen de paiement que vous utilisez le plus souvent? Et il y avait deux réponses possibles. Donc, on voit que très clairement, 75% des Français utilisent un premier, disent utiliser un premier la carte bancaire, bien loin les autres moyens de paiement, les espèces, le virement, le chèque. Donc, on voit aussi que les jeunes sont utilisateurs un peu plus des espèces et les très jeunes, il semblerait être précurseurs des paiements par smartphone. Après, je voulais vous donner quelques chiffres de la réalité. Donc, selon l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement, c'est effectivement la carte bancaire qui fait un peu la part des lions sur les transactions. Donc, il faut faire en fait une distinction entre le nombre de transactions et les montants échangés. Donc, sur les transactions, c'est bien la carte bancaire, 50%, mais sur les montants, pas du tout. En fait, on utilise maintenant beaucoup la carte bancaire, le sans contact, pour faire des petits paiements. Donc, sur le total des encours, la carte bancaire arrive avec environ 5% de tous les montants échangés. Et la part du lion, c'est vraiment les virements et les prélèvements, environ 70-80% des montants. Et ça, parce que, vous savez, pour payer les impôts, les loyers, le prix immobilier, c'est par virement et prélèvement, mais c'est quelques transactions par mois. Et les espèces, ils sont aussi un peu loin derrière, parce qu'ils sont juste 6% des transactions et 1% de l'encours. Voilà, quelques chiffres que je voulais vous donner.
On passe maintenant à une série de questions qui portent sur les changements technologiques et de l'économie numérique. Donc la première question était, est-ce que vous pensez que ces changements vont plutôt créer ou détruire des emplois? La réponse est assez claire. Donc pour presque 60% des Français, ces changements vont à la fois créer et détruire des emplois, donc plutôt donc neutre sur l'emploi, alors que 10% des Français pensent que ces changements sont créateurs nets d'emplois. Mais 30%, ils pensent qu'ils vont plutôt détruire des emplois. Et on voit que là, c'est surtout une crainte pour les employés et les diplômés du secondaire par rapport aux cadres et aux jeunes qui sont moins inquiets de ce changement technologique. On a posé après la question aux actifs. Donc, les actifs, c'est environ la moitié de l'échantillon. On leur a posé la question, est-ce qu'ils se sont menacés dans leur emploi, leur secteur d'activité par ce changement technologique et numérique? On voit qu'un Français sur 4, il pense que oui, il est plutôt tout à fait menacé dans son emploi, alors que 3 sur 4, ils pensent que non, ou pas du tout, ou plutôt pas menacés. Et ils sont surtout les jeunes, à nouveau, et les catégories professionnelles qu'on appelle plus, donc surtout les cadres et les cadres supérieurs. À ces mêmes personnes, on a posé la question... est-ce que vous vous sentez bien accompagné, bien formé pour faire face à ces changements technologiques et numériques? Et là, on voit qu'environ 60%, ils se sentent plutôt bien ou très bien accompagnés, formés, et 40% mal accompagnés, très ou plutôt mal. Et là encore, on a le même clivage entre ouvriers et cadres. Mais une réponse qui est intéressante, c'est que parmi les gens qui se sentaient menacés, donc la réponse qu'on a vue tout à l'heure, il y a la moitié qui se sont quand même bien accompagnés, bien formés. Donc ça, c'est quand même un résultat plutôt positif, parce qu'on peut dire que finalement, c'est que 12% vraiment des répondants qui se sont à la fois menacés et mal accompagnés et mal formés pour faire face à ces changements. Merci. Ces résultats, moi, sur la perception des Français sur le progrès technique m'ont surpris, parce qu'on dit toujours qu'en effet, on manque de confiance. Et là, sur cette question-là, on a l'impression qu'il y a plutôt un certain optimisme de l'impact que le progrès technique pourrait avoir sur l'emploi. Qu'est-ce que vous en pensez, Étienne Blanc? Oui, d'abord dans la présentation, Madame, vous avez utilisé à plusieurs reprises le terme menacé. Et le sondage laisse entendre qu'en fait, les Françaises et les Français ne se sentent pas menacés par ce changement-là. Oui, c'est la question qui a été posée. Et pour moi, c'est très encourageant. La société dans laquelle nous vivons croit-elle encore au progrès scientifique au service du bien de l'humanité? C'est ça le fond de la question. Est-ce que ce progrès scientifique péjore nos conditions de vie et crée des menaces pour l'avenir, ou est-ce que ce progrès scientifique est une réponse? Et on l'a vu tout à l'heure sur la question environnementale, on voit bien les deux directions politiques que connaissent l'Occident aujourd'hui. Une réponse à la transition environnementale qui est celle de la décroissance, et une réponse qui est celle de la transformation de notre économie, de la transformation de notre mode de vie, avec des technologies nouvelles, notamment le numérique, au service de cette transformation. Moi, je suis plutôt le tenant de la thèse numéro 2. Aujourd'hui, dans notre pays, on voit bien que la thèse numéro 1, elle est quand même portée par des partis politiques puissants. Alors, le sondage, il est quand même très, très encourageant, mais il doit nous inciter à deux réflexions profondes. La première, c'est de prendre dans nos collectivités, dans l'accompagnement que nous apportons à la transition numérique et à la transition économique, de la place que doit prendre le financement de l'investissement. Transformer nos entreprises, transformer nos administrations, transformer nos modes de vie, ça avait appelé des investissements absolument considérables. C'est vrai sur l'environnement, la transition par exemple pour passer à la mobilité hydrogène, mais c'est vrai aussi sur le numérique qui sera partout sur nos outils de production et sur nos outils de gestion. Et ce qui est inquiétant, ça rejoint ce que disait tout à l'heure David Kimmelfeld, c'est que quand on regarde la gestion de nos collectivités et les comptes de nos collectivités, la part que nous apportons à l'investissement ne cesse de se tarir et de diminuer. Voilà. Donc, pour moi, c'est très encourageant, ce sondage, mais il y a une condition, c'est l'accompagnement
de cette transition numérique par l'investissement. Et la deuxième chose, quand on dit on est mal accompagné, l'accompagnement, c'est la formation. La formation, c'est essentiellement les budgets régionaux. Moi, j'avais été frappé quand on a décidé de créer le campus du numérique à Charbonnières. On avait fait des sondages, on avait étudié dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, 8 millions d'habitants, la deuxième région française, il manquait 10 000 emplois dans le domaine du numérique. Et je trouve que cette transition numérique, elle a été insuffisamment anticipée dans le domaine de la formation. Il y a un travail qui est absolument considérable à faire, ça passe aussi par des investissements, mais ça passe par des dépenses de fonctionnement pour accompagner notamment tous les jeunes générations, à cette transition numérique qui est une réalité. Dernière observation, la transition, c'est un fait. La transformation de notre économie, c'est un fait. Et c'est un fait absolument inéluctable. Et je suis très, très surpris dans le débat politique aujourd'hui de voir se dresser contre cette transition des murs, des inquiétudes profondes. Mais ce n'est pas la première que nous avons subie dans notre civilisation et dans notre histoire. Et à mon avis, celle-là, elle est particulièrement bienfaisante pour l'avenir de notre continent européen, à condition qu'on sache investir et à condition qu'on sache accompagner. Merci. Cet après-midi, d'ailleurs, on regardera avec nos collègues de Montréal quelle est leur vision de cette adaptation au numérique. C'est toujours intéressant de regarder entre des grandes métropoles comme ça, le regard qu'on porte sur l'adaptation en termes d'emploi, par exemple, qu'on va connaître dans les années à venir, et pas seulement regarder toujours de notre côté franco-français. Question quand même sur les moyens de paiement. Rapidement, là, on voit qu'on aura un peu l'impression qu'il y a une certaine stabilité. Est-ce qu'il y a une petite révolution silencieuse quand même sur la manière d'utiliser les moyens de paiement des Français? Alors, il y a une stabilité. La carte bancaire est passée depuis maintenant presque une dizaine d'années dans le chèque. Le chèque est vraiment, en fait, le chèque est utilisé quand on ne peut pas faire autrement. Soit pour des paiements exceptionnels, soit pour des personnes qui n'ont plus de carte bancaire pour des raisons un peu de manque de solvabilité. Il y a une exception quand même sur les espèces, qui est un peu sociologique, c'est que les espèces restent, à mon avis, pour certaines personnes, peut-être les plus jeunes, peut-être ceux qui ont le moins de pouvoir d'achat, le meilleur moyen de gérer le budget. Ne l'oublions pas. C'est-à-dire que nous voyons, nous, dans les réseaux bancaires, en début de mois, les gens qui sont éligibles aux allocations sociales, venir retirer les espèces parce que c'est le budget du mois. Voilà. Donc n'oublions pas aussi cette partie de la population. Non, la carte bancaire en France est très bien implantée. Elle est très bien implantée. Il y avait une longueur d'avance au niveau de la France parce qu'il y avait la carte à puce dans la carte bancaire. Pour nous tous, la carte bancaire avec la carte à puce, c'est banal. Vous allez à l'étranger, vous trouvez encore des endroits où il y a le fer à repasser. Voilà. Cette carte à puce sécurisait, uniformisait le paiement, l'universalisait et permettait de limiter les fraudes, ce qui n'est pas du tout le cas à l'étranger. Donc il y a eu une sécurisation, une implantation de la carte bancaire. Aujourd'hui, les outils technologiques permettent, entre guillemets, de la disrupter. C'est-à-dire que la carte bancaire n'est plus indispensable comme support du paiement. PayPal, Paylib, tous les outils qui sont emportés par les smartphones permettent de payer autrement que la carte bancaire. On constate qu'en France, même si ces outils sont implantés par de grands établissements, ils se développent assez peu. Donc il y a un attachement, il y a une facilité d'usage autour de la carte bancaire qui fait que même s'il y aura des évolutions, on n'aura pas une rupture comme au Japon où les paiements sont tous par téléphone. Voilà. Aujourd'hui, on est encore très attaché à ce rectangle de plastique qui peut être amplifié par ailleurs parce que nous sommes en train de mettre en œuvre une réglementation européenne qui va permettre à des prestataires de paiement qui ne sont pas des banques d'émettre aussi des instruments de paiement. Donc on peut très bien avoir aussi cette étape où d'autres intervenants émettent des instruments de paiement qui viendront sur les comptes bancaires que nous gérons pour prélever des opérations. Donc de mon point de vue, la carte bancaire est sociologiquement très installée en France par sa sécurité, par son antériorité, par sa technologie, on oublie de le dire, et parce que le fait que c'est extrêmement pratique, avec, vous le disiez madame, le développement du sans contact, qui a explosé depuis 3-4 ans, explosé grâce à l'équipement des commerçants par le sans contact. Donc oui, je suis plutôt optimiste sur la carte bancaire et sur les paiements technologiques d'une manière générale. Merci. On va passer tout de suite à la prochaine série de questions. Donc là, on est sur les réformes, les défis économiques qui nous attendent. Oui, tout à fait. Alors la première question portait sur les réformes déjà entrées en vigueur en France. Poser la question, est-ce que selon vous, elles vont améliorer ou pas la situation économique de la France?
Donc là, on voit clairement qu'il y a une réforme qui l'importe, c'est la réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage, pour laquelle la majorité des Français disent oui, probablement, oui, certainement, on va améliorer la situation économique. Alors que les autres réformes qui sont passées, la réforme du Code du travail, de l'assurance chômage et de l'ISF, ils ont moins de consensus, en disant, ils sont moins consensuels. Et pourquoi ces résultats? Bon, il y a plusieurs réponses possibles. Moi, je vais me concentrer un peu sur pourquoi la première des réformes, donc la formation professionnelle et l'apprentissage, est une réforme qui apparemment plaît aux Français. C'est parce que peut-être ceci la moins clivante et ceci peut-être la moins technique. Mais il ne faut pas oublier que la dernière colonne nous dit que ceci la réforme qui est la moins connue. Il y a 23% des interviewés qui disent n'avoir jamais entendu parler de cette réforme. La deuxième question portait sur quelles sont les réformes dont on parle maintenant et qui vous pensez être prioritaires pour l'avenir en France. Donc, première position est la réforme du système de santé, avec 58% des réponses, sachant qu'il y avait toujours deux réponses possibles. Et devant la réforme du système de retraite et la réforme du système éducatif, qui sont quand même aussi jugées très prioritaires. Là, on voit que, par exemple, les jeunes, ils pensent que la réforme du système éducatif est importante, plus que les autres, et les CSP- sont plus concernés par la réforme du système de retraite. On voit effectivement que la réforme du système de retraite, elle est liée inversement au niveau de revenus et au niveau d'études, qu'on peut imaginer que les petits revenus sont peut-être ils ont plus peur qu'au moment de la retraite, ils vont tomber sous la seuil de pauvreté, ou quand même ils sont plus concernés par la réforme du système de retraite qui est les cadres. Enfin, il y avait deux questions sur les enjeux mondiaux, et là on voit clairement que le changement climatique, c'est le sujet qui l'importe, avec 62% de réponses, devant les inégalités, le chômage, la pauvreté et l'égalité homme-femme et les flux migratoires. Par rapport à l'année dernière, c'est pas complètement facile de faire un parallèle parce que les questions ne sont pas exactement les mêmes, mais il y avait toujours le changement climatique, donc il a gagné d'importance, il est passé en premier avec plus 4 points. L'année dernière, c'était les inégalités qui était le défi mondial le plus important, jugé le plus important. Mais il faut aussi faire attention parce que l'égalité homme-femme n'était pas une question à part entière. Donc, comme c'est une des inégalités, on va dire quand même que les inégalités restent quand même très prioritaires pour les Français comme un enjeu majeur. Et enfin, la dernière question portait effectivement sur la transition énergétique. On demandait quel est, selon vous, l'acteur ou les acteurs qui doivent faire plus d'efforts pour lutter contre ce changement climatique. On voit que l'État et les pouvoirs publics sont le premier acteur pour 41% des Français, devant les entreprises et les citoyens et bien loin devant le secteur financier. Et là, je me permets une petite réflexion, travaillant à la Banque de France. Je dis peut-être, ça c'est aussi une sonnette d'alarme pour le secteur financier, parce que je pense que les Français, le grand public, n'a pas forcément en tête comment le secteur financier peut aider dans la transition énergétique. Donc ça, c'est notre métier, donc de faire comprendre comment les banques, les assurances et les banques centrales ont leur rôle à jouer. Je suis sûre que le gouverneur, M. Villeroy de Galhau, va en parler plus tard à la prochaine conférence. Merci. Sur ces deux sujets, j'aurais envie de poser la question à Étienne Blanc. Là, quand on regarde ce que nous disent les Français sur ce qu'on peut attendre des réformes engagées, est-ce qu'il faut faire en priorité comme réforme? Qu'est-ce que vous en pensez de ces réponses? J'ai été très intéressé par la question posée sur la formation professionnelle. La réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage, elle a recentralisé sur l'État une formation professionnelle et un apprentissage qui était de la compétence des régions. Et moi, je pense que cette réforme n'est pas bonne. L'apprentissage et la formation professionnelle doivent être gérés au plus près des territoires. On est dans une région qui est la première région industrielle française. Je pense qu'on est mieux à même que les services de l'État de régler ces questions d'apprentissage et de formation professionnelle. Et la deuxième chose qui me paraît importante, c'est la faible place que prend la réforme de l'État dans le sondage.
Je suis frappé de voir que c'est 25%. 25% des Français, en fait, se disent il faut vraiment réformer l'État, il faut réformer son fonctionnement. Moi, je pense que c'est une priorité absolue. Et aujourd'hui, la France connaît un taux de dépenses publiques qui est de l'ordre de 54% et de prélèvements obligatoires de 47%. Et en même temps, les Français disent le système éducatif, ça fonctionne mal, les transports, la SNCF, ça fonctionne mal, l'hôpital, on n'est pas très satisfait. Comment on a posé un véritable problème. On paye de plus en plus et on est de moins en moins satisfait du service. Et ça veut dire qu'il faut des réformes très très profondes dans l'organisation des services de l'État. Et je pense que la première des réformes à faire, c'est un travail considérable de simplification des normes. Et tous les pays occidentaux croulent sous un poids de normes absolument exorbitant. La France, elle est au zénith et elle est au maximum. Aujourd'hui, c'est 8000 lois, 400 000 textes réglementaires et 7000 textes qui relèvent de nos engagements internationaux. Plus personne n'y comprend rien et on pense que c'est un véritable, enfin on est persuadé qu'aujourd'hui c'est un véritable carcan. Il y a un travail colossal qui est à faire et je trouve que les 25% de modernisation des administrations de l'État, c'est assez décevant parce que je pense que c'est un véritable sujet. Et puis la dernière observation, c'est qu'en France, on a une césure entre le public et le privé. Et le mixte privé-public, contrairement aux pays anglo-saxons, c'est pas tellement dans nos habitudes. Eh bien, moi, je suis persuadé que la modernisation des administrations et de l'État, elle passera par un accroissement de ces partenariats publics-privés. Mixer l'expérience du privé, sa capacité d'innovation et d'adaptation, et mettre en place cela, enfin, le mettre à disposition d'une administration et d'une puissance publique qui a parfois un peu de peine à s'adapter, notamment sur les questions du numérique, et à s'adapter aux contraintes et aux nécessités des nouvelles. Soyons agiles. Il faut être agile, oui. Très agile. Et faire confiance au privé, qui a une agilité, j'allais dire, une agilité naturelle. Alors en termes d'agilité, je pense qu'en tout cas, il y en a une qui va être incontournable, David Kimmelfeld, c'est ce qu'on va faire en matière politique environnementale. Je vois qu'on attend beaucoup des acteurs publics, et je pense que dans les acteurs publics, on va s'adresser à ceux qui sont le plus près des citoyens, ceux qui sont juste à côté, et il me semble que les collectivités locales devraient être certainement en première ligne sur ce débat sur la transition environnementale. Je l'ai dit tout à l'heure, quand on évoquait le rôle de l'État en matière de transition énergétique et de transition écologique. Moi, je préfère parler d'ailleurs de transition énergétique, comme ça on couvre quelque chose de beaucoup plus large. Et on voit bien que ce n'est pas simplement l'État, mais c'est l'État, les collectivités, mais aussi, c'est dit là, les entreprises, les citoyens qui doivent contribuer. Et le travail que nous menons... Juste avant peut-être, il y a quelque chose que vous avez montré aussi qui est assez intéressant, peut-être c'est sur les préoccupations, parce qu'il y a un truc sur les flux migratoires à 27%, et vous voyez, 62% de changement climatique, les flux migratoires 27%. Moi je pense que d'abord, c'est pour faire un peu de politique, parce qu'on peut faire de la politique quand on fait de l'économie. On a le droit. L'économie politique. Voilà, de l'économie politique. On s'apprête par exemple sans doute demain à faire un certain nombre d'annonces sur les migrations. Et on voit qu'en réalité, ce n'est pas vraiment le sujet qui préoccupe nos concitoyens. En tout cas, ce n'est pas le sujet majeur. Que le sujet majeur, c'est le changement climatique. Et je pense qu'il est plus urgent aujourd'hui pour l'État et pour le gouvernement de faire des annonces fortes en matière de changement climatique et de transition énergétique qu'en matière de flux migratoires. Mais on verra ça demain matin, je pense, dans les annonces du gouvernement. Pour autant, pourquoi c'est important? Parce que si on veut agir, et si les collectivités doivent agir en matière de changement climatique et de changement énergétique, elles ne peuvent le faire qu'avec l'accompagnement de l'État. Pourquoi? Parce qu'il nous faut pour ça concilier deux choses. Il nous faut concilier cet impératif de transition écologique, mais de le faire en ayant en tête la transition sociale absolument nécessaire. C'est quelque part le mouvement des Gilets jaunes. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait, par exemple, très concrètement dans cette métropole? On vient de mettre en place, enfin, sera mis en place le 1er janvier 2020, une zone de faible émission. Cette zone de faible émission, c'est une zone assez large où on interdit aux véhicules de livraison les plus polluants de rentrer sur le territoire. Eh bien, un certain nombre de groupes politiques nous disent mais il faut aller plus loin, il faut tout de suite taper sur les véhicules individuels. À ça, je réponds d'accord, mais comment fait-on pour accompagner le changement de ces véhicules pour les personnes les plus modestes, parce que ces décisions, par exemple, de zones de faible émission, on voudrait aller tout de suite, très vite, sur les véhicules individuels, eh bien,
qui ça tape? C'est d'abord les plus modestes. C'est clairement... moi, je suis maire de la Croix-Rousse, hôpital de la Croix-Rousse, c'est le couple d'aides-soignants qui ne peut plus habiter en première couronne, qui habite en deuxième couronne parce qu'il ne peut plus se loger en première couronne, vous évoquiez l'inflation et les logements, et qui le matin, pour prendre son service à l'hôpital à 6h30, n'a pas les solutions de mobilité, est obligé de prendre un véhicule et qui est souvent d'ailleurs dans des critères qui seraient excluants, qui l'exclueraient de la zone de faible émission. Et là, c'est une question majeure. Et là, l'État doit nous aider à accompagner cette transition écologique, cette transition énergétique. On a un travail considérable qui a été fait sur cette métropole, notamment sur ce qu'on appelle le plan climat-énergie territorial, qui a effectivement mis en action les entreprises, parce que les entreprises, et c'est indiqué ici, fournissent un certain nombre de solutions. Et Étienne Ban le disait, cette alliance privé-public produit des effets. Si aujourd'hui on a une réponse qui est de plus en plus qualifiée en matière de transition énergétique, en matière d'énergie, en matière de mutualisation des énergies, c'est parce qu'on a pu accueillir sur la vallée de la chimie un certain nombre de grands noms de l'industrie qui, en mutualisant leurs moyens, ont permis et permettront demain de faire la première usine énergétique qui va nous permettre, bien ma foi, de renforcer le chauffage urbain, ce chauffage urbain qui nous permet d'utiliser plus d'énergie renouvelable, qui permet de moins consommer et qui permet aussi, la boucle est bouclée, d'avoir une énergie moins chère pour les plus précaires d'entre nous. Voilà un peu cette boucle qu'on essaye de faire fonctionner sur cette métropole. C'est la multiplication des solutions de transport mode doux, mais pour cela aussi, il faut que l'État, il faut que le gouvernement comprenne qu'il se passe des choses aussi dans nos régions, qu'il se passe des choses dans nos territoires, et que les moyens ne peuvent pas être uniquement concentrés sur Paris et sur l'Île-de-France. Et qu'en matière de mobilité, Étienne Blanc le sait, puisque nous travaillons ensemble entre la métropole et la région, notamment sur le déploiement de solutions ferroviaires, nous n'y arriverons pas tout seuls, et donc ce schéma est assez bien fait, et les gens comprennent assez facilement qu'il faut effectivement une alliance entre l'État, les pouvoirs publics, les entreprises, mais aussi les citoyens, parce que c'est aussi dans la démarche individuelle qu'on trouve les solutions à la transition écologique. Merci David. J'aime bien d'ailleurs qu'on reparle du territoire, parce que moi je me rappelle que quand on a lancé le Vélove à Lyon, qui est quand même mon moyen privilégié de transport, mes collègues parisiens me disaient « Ah, vous avez fait comme nous, parce que nous on a le Vélib ». Et j'ai passé mon temps depuis des années à leur expliquer que c'était quand même l'inverse, que c'était sur les territoires ici qu'on l'avait fait d'abord. Non, c'est simplement un mot pour rebondir sur ce que vient de dire David Kimmelfeld. Quand on regarde ce que l'État va investir sur le Grand Paris, notamment pour la préparation des Jeux Olympiques, c'est 34 milliards d'euros. Quand on regarde comment l'État nous accompagne sur le contrat de plan, Auvergne-Rhône-Alpes région, c'est moins de 5 milliards d'euros. Donc, bien sûr qu'il faut l'État, mais il ne faudrait pas que l'État soit à Paris. Donc, il faut supprimer Paris ou supprimer l'État. Ou faire en sorte que l'État comprenne qu'il n'y a pas que Paris. Voilà, bon. C'est ça le véritable enjeu. J'ai l'impression que ce n'est pas la peine de faire un sondage, vous avez la réponse. Bon, écoutez, on va faire une transition, on va se quitter. Hein, et pour parler ici globalement de tous ces sujets,